Bienvenue à cette table ronde, donc co-organisée par le CRACH et l'IREMO. Je reviendrai un petit peu plus tard sur cette collaboration prometteuse, Agnès. Table ronde consacrée aux limites et aux impasses de l'aide humanitaire en zone gouvernementale en Syrie. Merci à vous d'être venus nombreux. Merci aussi à ceux qui sont en ligne et qui n'ont pas encore décroché. Merci à nos intervenants. Alors, ils et elles sont 4 en réalité. Pour discuter de cette question sur laquelle je reviendrai là ces quelques minutes, qui est très contemporaine au débat de Médecins sans frontières. Donc, depuis le début de la guerre en Syrie en 2011, MSF fournit de l'aide exclusivement dans les zones échappant au contrôle du gouvernement. Aujourd'hui, ces zones, c'est le nord d'Alep, en zone sous contrôle turc, dans la province d'Idlib, dans une zone sous contrôle des forces d'opposition de HTS, où 3 sections de MSF travaillent. Et c'est également le cas en zone nord-est en Syrie, en zone kurde, où une section est également présente. Alors pour comprendre un petit peu la trajectoire historique de MSF en Syrie, je vous invite à consulter un chapitre extrêmement intéressant d'un collègue à moi présent ici, Hakim Raldi, dans ce livre, Violence extrême, enquêter, secourir, juger, qui retrace donc la trajectoire politique de MSF en Syrie jusqu'à 2020. Pardon. Voilà. Par ailleurs, des discussions sont en cours depuis plusieurs années pour ouvrir la possibilité d'une intervention de MSF en zone gouvernementale syrienne, au sein desquels on n'ignore pas évidemment les besoins qui sont importants, mais pour lesquels les conditions d'intervention font, et c'est peu de le dire, font débat au sein de l'organisation. Il se trouve qu'en dépit de multiples tentatives, les autorités ont toujours refusé nos propositions de travail. Ça a en tout cas été le cas jusqu'au tremblement de terre qui a frappé le nord du pays en février 2023. Engagés là ces derniers mois dans une stratégie de normalisation de ces relations diplomatiques, les autorités, le gouvernement syrien, a accepté 2 importantes donations au profit du Croissant Rouge arabe syrien entre février et avril 2023. Ces dons et ces négociations qui ont suivi ont été réalisés par MSF dans le but d'aboutir à un accord sur l'enregistrement de MSF en Syrie. Et ces négociations ont suscité de très vives discussions et suscitent toujours de vives discussions au sein de l'association autour de 2 questions principales qui seront l'objet de notre discussion de ce soir. La première est celle-là. Dans quelle mesure peut-on espérer négocier un espace de travail autonome avec un gouvernement auteur d'atrocités de masse décrit par les chercheurs et les militants des droits de l'homme comme exerçant un contrôle total sur les ressources de l'aide internationale? Et la deuxième question, qui en est le prolongement, l'aide humanitaire côté gouvernemental en Syrie est-elle toujours, comme le disait, et je cite un rapport de Human Rights Watch en 2019, condamnée à financer l'appareil répressif bassiste, punir les opposants et récompenser les partisans du régime? Donc finalement, il s'agit de répondre à une question qui se pose à un certain nombre d'organisations et à MSF en particulier dans un certain nombre de contextes. À quelle politique participe-t-on lorsqu'on mène des opérations humanitaires dans un pays autoritaire comme l'est la Syrie? Donc ce débat au sein de MSF a été relancé récemment dans le cadre d'un processus interne de réflexion sur la mission sociale de l'organisation, au cours de laquelle on discute de nos compromis. Et le cas syrien est précisément soumis à examen à l'occasion de ce processus. Et donc c'est dans ce contexte qu'on a décidé de mettre la question syrienne à l'agenda de cette conférence, en sollicitant des observateurs extérieurs, des praticiens, des chercheurs, on le verra, afin de nous éclairer sur les possibilités de fournir une aide en Syrie, en zone gouvernementale, de manière, je dirais, autonome et satisfaisante. Cette conférence, elle est particulière par 2 aspects supplémentaires. C'est la première d'un cycle de conférences qu'on espère consacrer à ce qu'on appelle les situations limites, soit en termes de compromis, soit en termes de situations de sécurité, qui seront l'occasion de contributions
par des praticiens et des chercheurs externes au débat interne de Médecins sans frontières. Et puis c'est aussi, donc, je le mentionnais un peu plus tôt, la première que nous organisons avec l'IREMO, qui est donc l'Institut de recherche et d'études Méditerranée et Moyen-Orient, un institut français basé à Paris, qui existe depuis une douzaine d'années, je pense, Agnès, qui s'engage à rendre accessible au plus grand nombre un savoir scientifique engagé sur les grandes problématiques politiques, sociales, économiques liées aux régions du Moyen-Orient et du bassin méditerranéen. Alors l'Institut se présente comme un think tank indépendant qui entend déconstruire les idées reçues. Alors là, on rejoint beaucoup de ce que fait le Crash, et donc il nous paraissait intéressant de rapprocher nos deux institutions à l'occasion d'événements comme celui de ce soir. On est donc ravis de pouvoir engager des collaborations pratiques avec l'IREMO, dont celle-ci est la première. Pour répondre aux questions que je mentionnais plus tôt, donc, on a le plaisir d'accueillir Agnès Levallois, vice-présidente de l'IREMO, consultante spécialiste du Moyen-Orient et chargée de cours à Sciences Po Paris. À distance, Joseph Daher, professeur à l'Institut universitaire européen de Florence, où il coordonne le projet de recherche Syrian Trajectories et auteur de rapports sur l'industrie de l'aide en Syrie dans le cadre du projet Impact. Ainsi que Ahmed Youssef, également à distance. Ahmed Youssef est directeur de l'hôpital de MSF à Amman, mais il est surtout, et c'est pour cela qu'il est invité, ancien responsable d'activités hospitalières basé à Damas pour une importante organisation humanitaire internationale opérant en zone gouvernementale syrienne. Donc chacun interviendra à tour de rôle pour 10 à 15 minutes. Et ensuite, j'inviterai Zahra Albarazi, qui est directrice des programmes au Syria Legal Development Programme, à nous présenter cette fois-ci en quelques minutes les conclusions d'une enquête extrêmement intéressante menée conjointement avec Human Rights Watch et consacrée aux procurement practices des Nations Unies en Syrie. Donc c'est Agnès qui interviendra la première pour évoquer la nature du régime syrien aujourd'hui et ses relations diplomatiques. Joseph ensuite, qui dressera un tableau historique contemporain de la contribution de l'aide à l'économie de la Syrie dans la guerre. Et enfin, donc Ahmed Youssef nous parlera de son expérience de terrain afin de renseigner les pratiques concrètes d'aide humanitaire en zone gouvernementale syrienne. Voilà, donc merci beaucoup à toutes et tous. Je rajoute juste un petit bout de housekeeping. Donc, comme vous l'avez compris maintenant, donc, cette conférence fait l'objet d'une interprétation, donc d'une traduction. Pour celles et ceux qui souhaiteraient avoir accès à celle-ci, des casques sont disponibles au fond de la salle, à votre disposition. Pour les panélistes et la session de questions-réponses qui suivra leurs interventions, je vous demanderai d'essayer de parler lentement pour préserver la santé de nos interprètes. Voilà. Merci beaucoup. Donc on se retrouvera après les prises de parole pour une session de questions et de réponses avec vous, en ligne également. Et puis pour ceux qui ont la chance d'être présents physiquement avec nous, pour un verre ensuite et prolonger la discussion pendant un petit temps. Voilà. Merci beaucoup. Agnès, je te tends le micro. Tu peux vérifier qu'il est allumé. La parole est à toi. Merci beaucoup. J'ai l'impression qu'il est allumé. Bonsoir à toutes et à tous. Alors, je commence cette présentation cette discussion sur la Syrie par quelques mots de présentation de ce qu'est aujourd'hui ce régime syrien et avec quelques mots sur ce processus de normalisation qui a été engagé par le régime de Assad il y a maintenant 3-4 ans, et savoir ce que donne cette question de la normalisation qui fait débat dans un certain nombre de pays, puisqu'il y a des pressions fortes exercées par ce régime pour obtenir une reconnaissance de la part des pays qui ont rompu les relations en 2011, donc lors du déclenchement du mouvement de contestation et suite à la brutale répression menée par ce régime. Alors, la première question que je voudrais aborder avec vous rapidement, c'est pourquoi ce régime a eu ce comportement aussi répressif, aussi dur, avec des conséquences dramatiques sur la société syrienne,
Alors, pour qualifier ce régime, je dirais que c'est un régime, bon, évidemment autoritaire, ça, c'est pas la peine de le rappeler, tout le monde le sait. Un système, extrêmement personnalisé, où l'allégeance prime sur tout le reste et donc l'allégeance prime évidemment sur la compétence et un système qui a instauré finalement une dynastie. Ça a beau être une république, hein, la République arabe syrienne, en fait, on est face à un système qui a été qualifié par un politologue égyptien d'un terme que j'aime beaucoup. Il a qualifié le régime syrien de répu-monarchie. En arabe, pour ceux qui sont arabisants, la Jumloukiya, qui est une contraction du terme de république et de monarchie. Et je trouve que ce terme de répu-monarchie résume bien la situation de ce qu'est le régime syrien, à savoir que Bachar el-Assad, qui est le président actuel, a pris la succession de son père, Hafez el-Assad. Lui-même avait pris le temps d'organiser sa succession avant sa mort. Et Bachar el-Assad, aujourd'hui, est en train de préparer son propre fils, Hafez, qui a pris donc le nom de son propre père, puisque ça montre bien qu'on est dans un système dynastique. Et tout ça, évidemment, est très très loin d'un système républicain, puisque c'est un système, je crois, unique au monde d'avoir créé cette répu-monarchie ou cette Jumloukiya. Ce que ça veut dire, c'est que ça veut dire que le système de parenté est un système qui prime sur tout le reste et qui est renforcé parce que, comme vous le savez, le régime syrien est entre les mains de la minorité alaouite qui représente, alors difficile d'avoir des chiffres, mais entre 12 et 15% de la population syrienne, donc un système extrêmement minoritaire et qui a la conscience que si il ouvre un petit peu le jeu politique, c'est le début de la fin de ce système. Et ce qui explique la répression avec laquelle Assad a réprimé le mouvement de contestation de 2011, puisqu'il était persuadé que s'il ouvrait un petit peu le jeu, que s'il acceptait de mener quelques réformes, eh bien, pour lui, c'était signe que ce régime allait disparaître, et non seulement le régime, mais la famille au pouvoir et le clan au pouvoir, et que pour lui, c'était absolument inenvisageable. Je rappelle que tout au début de la contestation, un président comme Erdogan, le président turc, a discuté avec Assad en lui disant mais fais quelques réformes et tu verras la situation va se calmer. Et c'est vrai que dans les premières manifestations, ça n'était pas Bachar el-Assad qui était visé par les contestataires, mais le système tel qu'il était et beaucoup plus son cousin Rami Marlouf, qui est celui qui tenait toutes les finances, non seulement de la famille, du clan, mais du pays. Puisque le corollaire de cette situation, c'est que vous avez un pays qui est entre les mains de la famille et qui détient absolument toutes les ressources politiques, on vient de le dire, mais également économiques, et qui considère que le pays lui appartient. Et comme le pays lui appartient, eh bien, il est logique que la dynastie au pouvoir eh bien, passe le pouvoir de père en fils. On est dans un système, j'allais dire, tout à fait naturel de leur point de vue. Donc, on a une gestion complètement familiale du pays, les affaires politiques, économiques et militaires. Et ça, c'est un point extrêmement important lorsque l'on connaît, lorsque l'on sait l'importance de l'appareil sécuritaire et militaire de la Syrie avec un système répressif absolument hors du commun, d'une brutalité qu'il n'est pas la peine, enfin je crois que ce n'est pas utile de revenir là-dessus, tout le monde est au courant. Et ce qu'il faut bien voir, c'est que l'homme qui est à la tête de tout ce système militaire et répressif, c'est Maher el-Assad, qui est le frère de Bachar el-Assad. Bachar el-Assad ayant reproduit le système de son père, lorsque Hafez el-Assad était au pouvoir, eh bien, il avait délégué une partie du pouvoir militaire à son propre frère à l'époque, Rifat el-Assad, qui était à la tête des Salayat el-Difa, qui étaient les unités de défense, et qui est un homme qui a été responsable du massacre de Hama. Je ne sais pas si certains se souviennent de cet épisode terrible. En 1982, il y a eu un soulèvement dans la ville de Hama, qui était la troisième ville du pays, soulèvement mené par les frères musulmans. Et Hafez al-Assad, à l'époque, avait envoyé son frère, donc Rifat al-Assad, bombarder et mettre un terme à cette contestation naissante. Et on n'a jamais su les chiffres, mais il y a eu entre 20 000 et 40 000 morts à l'époque. Et vous voyez, à travers ce qui s'est passé en 2011, qu'on a exactement le même mécanisme qui a été mis en place par Bachar el-Assad, avec la répression que l'on connaît, alors qui est allée bien au-delà parce que la contestation a été plus importante, et avec son frère, donc Maher, qui est plus jeune que lui et qui est à la tête de la 4e division blindée et qui est la division la mieux armée, la mieux équipée et qui est en charge de la répression jusqu'à aujourd'hui.
Aujourd'hui, ce qu'il y a de nouveau par rapport au système précédent, c'est que la Syrie est devenue en plus un narco-État. Et ça, c'est un élément tout à fait nouveau, puisque la Syrie, et ça c'est en particulier Maher el-Assad, donc qui est à la tête de tout le trafic de Captagon, cette drogue dont vous avez peut-être entendu parler et qui inonde les marchés du Moyen-Orient, mais également les marchés européens, et qui est absolument une catastrophe pour les sociétés parce que c'est une drogue qui s'acquiert pas cher et qui provoque des désastres sur les sociétés. Et donc Maher el-Assad est à la tête de ce trafic qui est aujourd'hui considéré comme la première ressource de l'État syrien parce que évidemment la situation de guerre fait que l'économie est complètement par terre, que comme vous le savez peut-être, il y a un système de sanctions qui s'impose à la Syrie en raison de la répression menée par le système Assad. Et donc aujourd'hui, la bouée de sauvetage, si je puis dire, du régime syrien, c'est le trafic de Captagon et donc la première ressource de ce pays. Pourquoi je vous parle du Captagon? Parce que ça a été en fait un des éléments qui a été l'argument avancé pour normaliser les relations de Assad dans son environnement régional. Il y a eu la volonté des pays voisins, que ce soit avant tout la Jordanie, mais également les pays du Golfe et l'Arabie saoudite, qui ont très bien compris les conséquences dramatiques que représente ce trafic de Captagon dans leur société, puisque beaucoup de jeunes prennent cette drogue. Et donc, l'argument qui a été mis en avant pour accepter ou pour rentrer dans un processus de normalisation avec Assad, c'était d'obtenir en échange du régime qu'il mette un terme à ce trafic du Captagon qui a des conséquences négatives sur la population. Et là, on arrive à un point qui est un point qui me semble absolument central lorsque l'on parle de la Syrie, c'est que les pays arabes qui se sont engagés dans cette normalisation avec Assad, alors je rappelle que le premier pays qui a normalisé a été les Émirats arabes unis, qui ont réouvert leur ambassade maintenant il y a 4 ans. Alors, pour les Émirats, dans un premier temps, ce n'était pas tant la lutte contre le Captagon, mais le fait de vouloir lutter contre l'influence iranienne, puisque je rappelle que le parrain du régime Assad, eh bien, ce sont les Russes et les Iraniens, que les Émirats pays du Golfe, l'Arabie saoudite, jusqu'au mois de mars dernier, était quand même dans une relation très tendue, c'est le moins qu'on puisse dire, avec l'Iran. Et donc, les Émirats arabes unis considéraient que de laisser la Syrie entre les mains des Iraniens était un élément très négatif et qu'il fallait absolument renouer avec la Syrie pour tenter de limiter l'influence iranienne en Syrie, la Syrie étant un pays arabe majoritairement sunnite, à l'inverse de l'Iran qui est un pays majoritairement chiite. Et donc, il y avait cette idée de la part des Émirats on avait intérêt à reprendre pied en Syrie pour essayer de limiter l'influence de la Syrie. Les Émirats se sont lancés dans cette stratégie et un peu plus tard, l'Arabie saoudite a considéré qu'effectivement, il fallait essayer de normaliser la relation avec la Syrie, prenant acte des évolutions sur le terrain, puisqu'à partir de 2018, le régime a eu tout un narratif, comme on dit aujourd'hui, selon lequel le régime Assad avait réussi à retrouver une grande partie du contrôle sur le territoire, puisque vous savez que pendant de nombreuses années, eh bien, Assad contrôlait en gros 30%, 40% du territoire maximum. Avec l'aide des Iraniens, mais surtout avec l'aide des Russes, petit à petit, le régime Assad a réussi à récupérer un contrôle sur un certain nombre de zones du territoire pour retrouver, dit-on, entre 60 et 70% du contrôle du territoire. À partir de ce moment-là, les pays du Golfe et l'Arabie se disent, puisqu'il a réussi à reconquérir tous ces territoires, eh bien, il est temps de renouer le dialogue et pourquoi pas de normaliser. Et donc l'Arabie saoudite s'est lancée dans cette stratégie avec en plus l'idée donc de lutter contre ce trafic du Captagon qui est dramatique pour elle-même. Donc l'Arabie s'est lancée dans cette stratégie avec en plus l'idée que, étant le poids lourd de la région, c'était à elle à prendre le lead, si je puis dire, sur ce processus pour le contrôler et ne pas se faire déborder par d'autres pays, puisque, je le répète, l'Arabie considère que c'est elle aujourd'hui qui doit absolument conduire les affaires de ce Moyen-Orient et qu'elle ne pouvait pas laisser la Syrie en dehors de cette volonté de certains pays de normaliser et qu'elle ne soit pas, elle, la maîtresse du jeu. C'est ainsi qu'elle a invité Assad à venir au dernier sommet de la Ligue arabe et qui a entériné donc le retour de la Syrie au sein de cette institution régionale arabe, avec l'idée pour Assad, évidemment, que ce processus se continue avec des pays occidentaux.
Donc là, peut-être je commence déjà à être trop longue, mais un mot quand même sur le débat qui agite aujourd'hui les pays, en tous les cas les pays européens, sur la question de la normalisation. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'on a aujourd'hui en Europe des pays qui considèrent qu'il faut absolument reprendre des négociations avec la Syrie, alors que je rappelle que les pays européens, l'Union européenne, a décidé de rompre toutes les relations diplomatiques avec la Syrie et qu'il est hors de question d'avoir le moindre contact avec la Syrie. Cette mesure a beau avoir été prise par les pays de l'Union européenne, il y a un pays qui a toujours maintenu son ambassade ouverte, la Tchéquie pour ne pas la nommer, avec une ambassadrice qui n'a jamais cessé d'être présente et qui assistait même aux anniversaires de Bachar el-Assad. Et ça, c'était la petite histoire. Mais il y a eu la délégation européenne s'est repliée sur Beyrouth avec des voyages réguliers, mais avec l'idée qu'il était hors de question de négocier avec Assad. Depuis 2 ans, on voit un processus se lancer de la part de certains pays européens. L'Italie est en tête de ce processus, considérant qu'il faut absolument normaliser. Et pourquoi j'aborde ce point? C'est parce que l'argument qui est avancé par les Italiens, c'est de dire que l'important, c'est de venir aider la population syrienne et que donc pour cela, pour que l'aide humanitaire puisse venir, il faut avoir un dialogue avec le régime et que donc si le plus important, c'est d'apporter une amélioration des conditions de vie à la population syrienne, eh bien, il vaut mieux avaler son chapeau et négocier avec ce régime, en étant tout à fait conscient que c'est extrêmement compliqué, mais c'est peut-être un risque à prendre. Et donc, c'est ce débat-là qui aujourd'hui est un débat extrêmement vif au sein des pays européens, avec deux pays qui sont vraiment vent debout contre une quelconque normalisation, qui sont la France et l'Allemagne, qui considèrent que tant qu'il n'y a pas la moindre avancée de la part du régime, il est hors de question de normaliser et qu'on a tout à perdre à normaliser avec ce régime, parce qu'une des caractéristiques de ce régime, c'est un régime qui ment, qui ne dit jamais la vérité et qui passe son temps à faire des promesses mais sans les tenir. Et pour revenir au Captagon, cette promesse qui a été faite aux pays arabes, Jordanie et Arabie en particulier, d'arrêter le trafic du Captagon. Aujourd'hui, l'Arabie et la Jordanie se rendent compte que ce qui a été promis par Assad, évidemment, n'est pas tenu. Et comment pourrait-il tenir cette promesse alors que, je vous l'ai dit, c'est sa première ressource aujourd'hui économique? Donc, c'est un jeu de dupes total. Les pays du Golfe commencent à s'en rendre compte. Et donc, cette normalisation qui a été présentée comme un succès est une normalisation qui, aujourd'hui, ne va pas très loin de la part de ceux qui ont accepté cette normalisation. Et donc, aujourd'hui, l'Europe s'approprie ce discours et cette question de la normalisation au nom donc de l'amélioration des conditions de vie apportées à la population. Et c'est vrai que le séisme a été un révélateur de cela, puisque on a bien vu que le régime Assad a profité du séisme pour essayer de renforcer cette stratégie de normalisation, pour dire avec le séisme, eh bien, si les ONG veulent venir travailler chez nous, de toute façon, il faut passer par Damas et il est hors de question que l'aide passe en dehors de Damas et c'est nous qui devons tout contrôler. Et donc, le séisme a été pour ce régime un effet d'aubaine, c'est absolument évident, même si celui-ci n'a pas été aussi loin que ce que ce régime pouvait espérer en retirer comme bénéfice. Mais on voit bien que la question de l'aide humanitaire est une question qui est complètement instrumentalisée par le régime, qui considère que si des ONG veulent travailler dans les zones gouvernementales, elles ne doivent plus travailler dans les zones contrôlées par l'opposition, et que ça, c'est vraiment une oukase qui est posée par ce régime. Et donc, toute la difficulté, finalement, se résume à est-ce qu'on avale son chapeau et on parle avec Assad pour apporter une aide à la population, ou est-ce que c'est faire le jeu de ce régime et du coup le normaliser. Et il paraît difficile, après les drames provoqués auprès de la société syrienne, eh bien, de faire en sorte qu'on efface tout et on discute avec ce régime comme si de rien n'était. Et je terminerai juste par une citation de Stéphane de Mistura, qui a été l'envoyé spécial de l'ONU pour la Syrie pendant de nombreuses années et qui a fini par démissionner tant la mission était absolument impossible à mener. Et il a eu cette phrase lorsqu'il a démissionné, il a dit: je ne pouvais pas être celui qui serre la main d'Assad en disant Ma'alesh, Ma'alesh voulant dire c'est pas grave. Et donc, ce qui résume finalement le débat qui est le débat qui nous anime ce soir. Est-ce que c'est Ma'alesh ou pas? Est-ce qu'on accepte de reprendre la discussion avec ce régime? Je vous remercie. Merci beaucoup Agnès, c'est une introduction absolument remarquable à la discussion de ce soir.
Je vais passer la parole à Joseph Daher, sans filet, j'espère que ça marche. Joseph, je rappelle que vous êtes un professeur à l'Institut universitaire européen de Florence. Et surtout, parce que ça ne justifie pas une invitation, ça, c'est que vous êtes l'auteur de rapports absolument remarquables, vraiment. J'ai beaucoup apprécié la lecture de ce travail. Structured Chaos, How Non-Profits in Conflict Settings Became an Economic Sector, qui reviennent sur le rôle de l'industrie de l'aide dans l'économie de la Syrie dans la guerre. Et c'est autour de cette question-là que je souhaitais que vous interveniez ce soir. Joseph, la parole est à vous. Merci beaucoup. Bonsoir à toutes et à tous. Merci pour l'invitation. J'espère que vous m'entendez bien, mais je pense à la réaction que je peux voir d'ici. C'est le cas. Donc, c'était un plaisir. Merci beaucoup pour cette invitation encore une fois et j'espère qu'on pourra avoir une discussion fructueuse sur un sujet compliqué, comme j'essaierai de le montrer et comme je pense en introduction, on a en partie aussi montré. Donc, la politique économique de l'aide, je pense que c'est important de revenir déjà avant 2011, ce que c'était. Il faut savoir qu'il y a eu un changement, je dirais, quand même notoire à partir de l'arrivée de Bachar al-Assad au pouvoir, qui a succédé, comme il a été dit, à son père en 2000. Il y a eu un changement dans la question du traitement des ONG, des organisations internationales de manière générale. Il y a eu une ouverture du régime syrien dans une politique qui était caractérisée par deux événements importants, j'allais dire, durant les années 2000. En premier lieu, c'est la politique d'accélération de néolibéralisme en Syrie, avec un retrait du rôle de responsabilité sociale de l'État et de plus en plus cette responsabilité allant à des organisations de charité locale, mais aussi en ouvrant la porte à des organisations internationales. Et c'est également lié à la suite on a fêté cette année ses 20 ans de la guerre d'invasion et de l'occupation de l'Irak, qui, pour rappel, avait mené à plusieurs millions de déplacés, de réfugiés, notamment en Syrie. Et on va voir notamment au niveau des organisations, des entités locales qui sont inscrites au ministère des Affaires sociales et du Travail, on va passer de 513 organisations locales à peu près 1500. De même, le nombre d'organisations internationales va augmenter nettement. Donc, il faut l'entendre là-dedans. Ce qui est important aussi, c'est de comprendre que cela n'entrait pas dans une ouverture à une société civile démocratique. Ça, c'est très important. La majorité de ces organisations étaient affiliées ou, en tout cas locales, affiliées à des personnalités proches du régime ou étant issues du palais présidentiel, la plus connue étant Syria Trust Fund, qui a été fondée en 2007 par Asma al-Assad, marrainée par elle, et qui va rester jusqu'à aujourd'hui une des organisations ou l'organisation la plus importante dans le cadre avec le SARC, le Croissant Rouge arabe syrien, dans l'aide humanitaire. Donc ça, c'est aussi très important. C'est d'où le terme est apparu de gongos. C'est en fait pas des ONG, mais des organisations gouvernementales, plutôt étant pas vraiment des ONG. Après 2011, néanmoins, il y a un changement de nature très importante dans l'aide humanitaire internationale, dans les ONG dont le nombre a augmenté considérablement, mais surtout dans les zones au début en dehors du contrôle du régime syrien, mais également dans ces dernières années au sein des territoires contrôlés par le régime. Le volume de l'aide qui a été accordé entre 2012 et 2022 à la crise syrienne, c'est-à-dire pas simplement à la Syrie, mais aux pays voisinants également, est de l'ordre de 55 milliards de dollars en 10 ans. Mais il faut savoir que les fonds qui rentraient à l'intérieur de la Syrie étaient entre 2 à 2,5 milliards de dollars par année jusqu'à aujourd'hui, avec principalement des fonds qui sont octroyés par des États, principalement l'Union européenne, les États occidentaux, et des États-Unis. Et en deuxième lieu, les monarchies du Golfe. Et ce qui reste le plus important jusqu'à aujourd'hui, sachant que les fonds octroyés par les organisations internationales et organisations, donations, etc., restent minimes. Et d'ailleurs,
D'ailleurs, l'actualité, malheureusement, montre la nécessité de discuter de cette politique économique de l'aide. Je ne sais pas si vous avez vu, mais le Programme alimentaire mondial a annoncé lundi que tout ce qui était du programme d'aide alimentaire générale en Syrie, à partir de janvier 2024, sera arrêté en raison du manque de financement. Donc le programme alimentaire général, c'était le programme d'assistance phare du programme alimentaire mondial et qui desservait qui dessert 3,2 millions de personnes en Syrie. Il faut savoir que actuellement plus de 12 millions de Syriens et de Syriennes sont confrontés à l'insécurité alimentaire. Donc les fonds ne cessent de diminuer et ça suit, il faut savoir, d'autres restrictions budgétaires qui ont été déjà faites en juillet 2023, ce qui avait entraîné la suppression de l'aide mensuelle à 2,5 millions de bénéficiaires en Syrie. Juste que vous le sachiez, aujourd'hui, le plan d'intervention humanitaire syrien, donc ça veut dire pour la Syrie et les pays avoisinants, les fonds qui sont demandés depuis le début de l'année, simplement un tiers ont été récoltés. Donc on a véritablement une crise de l'aide humanitaire vers la Syrie. Et c'est important, je pense, à la place de parler de fatigue des donateurs, il faut dire, entre guillemets, la réalité des choses, c'est qu'il y a une réorientation de l'aide humanitaire internationale par les principaux donateurs, notamment les pays occidentaux, pas vers la Syrie, mais plutôt vers l'Ukraine et les pays avoisinants de l'Ukraine, vers de l'aide qui est en fait donnée pour l'accueil des réfugiés, tout le processus d'aide aux réfugiés. Mais ça reste à l'intérieur de l'Europe. D'ailleurs, si vous regardez l'aide au développement par les donateurs internationaux de 2021 à 2022, il a augmenté de manière absolue dans le monde, passant de 186 milliards de dollars à 204 milliards. Donc il y a une réorientation en fonction des intérêts et des objectifs politiques. Et la Syrie est de moins en moins dans la priorité politique des États européens et des États-Unis, mais cela depuis plus longtemps. Et on y reviendra. Le souci principal pour un certain nombre d'États européens, et notamment ceux qui sont le plus vers une politique de normalisation, la Syrie est principalement vue comme un danger pour la migration vers l'Europe, hein, dans cette idée de Europe forteresse, etc. Et c'est pas, si vous regardez le gouvernement actuel en Italie, la nature de ce gouvernement, la question de la migration et son rapport à l'Italie, ce n'est pas un hasard, entre guillemets, on pourra y revenir par la suite. Donc, il faut savoir que dans le cadre de l'économie syrienne, un peu plus que 2 milliards de dollars qui rentrent dans l'économie syrienne ou dans les territoires syriens, c'est non négligeable parce qu'on a un produit national brut qui est passé de un peu plus de 60 milliards de dollars avant 2011 à environ 20 milliards. Donc c'est 10% de l'économie, c'est absolument énorme, hein, juste pour se rendre compte. Et voilà, avec peu d'entrées d'argent dans le pays, il n'y a plus quasiment d'investissement étranger ou très minime. Les revenus du gouvernement syrien sont absolument limités. Vous savez que plus de 90% de la population syrienne vit sous le seuil de pauvreté. Donc les aides, et il y a des mesures d'austérité qui sont continues du gouvernement syrien au niveau économique. Donc concrètement, ce qui reste aux Syriens, c'est l'aide humanitaire internationale. Mais plus important que ça, et c'est entre guillemets les premiers donateurs aux Syriens et Syriennes, c'est les Syriens et Syriennes eux-mêmes de l'étranger, la diaspora, etc., qui versent entre, il n'y a pas de chiffre exact, mais on est entre 4 à 7 milliards de dollars par année. Donc ça dépasse de loin l'aide humanitaire internationale. Donc, et ça aide à la plupart des Syriens et Syriennes de vivre au quotidien. Ça leur permet de survivre, entre guillemets. Même vous envoyez 100 dollars par mois. Il faut savoir qu'aujourd'hui, 100 dollars par mois, c'est quasiment 5 fois le salaire moyen d'un fonctionnaire de l'État. Donc il faut juste se rendre compte que cette aide envoyée de l'étranger est absolument nécessaire. Maintenant, pour revenir à l'aide humanitaire et son économie politique, elle a principalement profité, si vous voulez, à des dynamiques de commerce, notamment. Il faut savoir que l'aide en Syrie est principalement, jusqu'à aujourd'hui, orientée vers le domaine de l'urgence, c'est-à-dire tout ce qui est aide alimentaire, les premiers soins, etc. C'est jusqu'à aujourd'hui la majorité de l'aide est vers cette orientation. Il y a une progressive augmentation, mais qui reste quand même marginale
de ce qu'on appelle le early recovery, ou tout ce qui est plus dans une aide développementale. Mais ce débat prend plus d'importance parce qu'en fait, l'aide humanitaire diminue. Et dès lors, beaucoup de donateurs disent qu'il faut rendre l'aide, entre guillemets, plus efficace et qu'elle ait plus d'effets sur le moyen et long terme. Et cela passe par une approche plus développementale. Mais ça reste encore limité à des infrastructures légères plutôt que voilà, une aide développementale. Mais ça progresse relativement. Et aussi, il y avait des programmes de stabilisation, principalement octroyés par les États européens et les États-Unis dans la lutte contre l'État islamique, mais pas simplement, qui étaient octroyés dans les régions en dehors du contrôle du régime. Il faut savoir que de manière absolue, la moitié, un peu plus de l'aide va vers les zones contrôlées par le régime et l'autre moitié est divisée entre, je dirais, les zones du nord. Mais bien sûr, il s'agit d'estimations. Sinon, les secteurs économiques qui bénéficient, c'est surtout des secteurs, j'ai envie de dire, du service, la production alimentaire, le transport, certains services financiers, notamment parce que beaucoup, ça c'est pas propre à la Syrie, c'est un phénomène mondial, le développement de tout ce qui est l'aide à travers le cash distribution, la distribution de cash. Et dès lors, on utilise que ce soit ou certaines banques privées locales ou bien ce qu'on appelle les money transfer agencies du type qui en existe un peu partout également dans le monde. Mais c'est surtout voilà, c'est surtout le secteur entre guillemets qui encourage la consommation locale plutôt que les secteurs productifs de l'agriculture et tout ce qui est productif. Même s'il y a des aides partielles qui ont augmenté vers l'agriculture, mais ça reste très minimum ou ça progresse peu. De même, ça a permis aussi alors, il y a des petites exceptions, hein, certaines dynamiques. Par exemple, on voit dans le nord-ouest, ça aide tout ce qui est secteur de la construction. La construction à la place, on peut dire, de settlements, des formes d'unités de construction, des projets immobiliers, pardon, qui parfois avec des problèmes politiques, hein, notamment dans les régions à majorité kurde qui ont souffert de changements démographiques. On pourra y revenir par la suite. Sinon, en termes d'emploi, c'est aussi, bon, ça progresse, mais c'est à peu près, ça pourrait ressembler, si vous avez une population active qui travaille donc de 3 millions à 4 millions de Syriens et Syriennes, vous avez à peu près, certaines estimations vont jusqu'à 100 000 personnes qui sont employées par des ONG, INGO et voilà, organisations de UN aussi. Et c'est relativement important parce que quand vous recevez un salaire de ces organisations, généralement, c'est bien plus élevé que le travailler fonctionnaire d'État. Et ça, c'est un vrai changement par rapport à avant 2011. Si vous voulez, l'élite un peu, une partie de l'élite en tout cas, ou en tout cas une classe moyenne supérieure libérale, ce qui reste, hein, ou une partie maintenant, c'est attrayant de travailler dans ce secteur, ce qui ne l'était peu travaillé avant 2011. Hein. Et d'ailleurs, ça amène à certains soucis, notamment l'emploi disons, de personnes issues de familles proches du régime ou du palais présidentiel. Il y a eu certains scandales par rapport à ça. Et ça nous amène aussi à se poser la question comment le gouvernement gagne par cette aide humanitaire. Et c'est là où le débat est difficile parce que l'aide humanitaire qui diminue, les Syriens et Syriennes en ont plus besoin encore. Ça ne cesse d'augmenter les besoins à l'intérieur de la Syrie. Et en même temps, il diminue. Et puis oui, il faut le dire comme ils sont, et ce n'est pas propre à la Syrie également, il y a une instrumentalisation, qu'elle soit politique, pour pousser à la normalisation. Ce que disait Agnès, c'est vrai. Le tremblement de terre de février n'a pas été un tremblement de terre politique, mais a accéléré des dynamiques qui étaient présentes auparavant, de normalisation avec le régime. Ce n'était pas l'élément déclenchant, mais ça a accéléré certaines dynamiques. Notamment avec l'Arabie saoudite et le retour à la Ligue des États arabes. Donc il y a une instrumentalisation politique pour pousser à la normalisation du régime. De même, il y a une instrumentalisation économique parfois, il ne faut pas se le cacher également. Ça sera, je pense, cité, mais tout ce qui est dans la nature des contrats avec certaines compagnies privées affiliées avec des personnalités du régime sont aussi instrumentalisées par le palais présidentiel. Il faut savoir que Syria Trust Fund, qui est dirigée par Asma al-Assad, donc la femme de Bachar al-Assad, a été octroyé un certain nombre de fonds à travers ses collaborations avec les agences de les Nations Unies et autres. Hein. Donc il y a une instrumentalisation, certes,
politique et économique. Ce qui nous amène aussi, quels sont les acteurs dominants? Et là, de nouveau, on voit que c'est Syria Trust Fund qui impose tout un certain nombre de choses au niveau local. Il faut travailler avec cette organisation et également avec le SARC. Alors, ces deux organisations font partie de ce que j'appelle les réseaux de pouvoir, où sont instrumentalisés de telle manière pour renforcer le pouvoir qui est très affaibli du palais présidentiel sur la société, ces réseaux clientélistes et autres. Ce qui ne veut pas dire que toute personne qui travaille notamment avec Sartre est une personne liée au palais présidentiel. Un certain nombre de personnes qui travaillent sur le terrain, notamment les volontaires, etc., ne bénéficient pas directement d'avantages, on vient de dire, économiques. Donc, il faut faire une différence entre le leadership de ces organisations, affiliées très souvent avec les réseaux du pouvoir du palais présidentiel et les gens qui travaillent à la base. Et ça arrive un peu à la question, à ma conclusion. Quel est l'espace de travail? Quelles sont les possibilités pour l'avenir? Et là, je pense que c'est un débat qu'il faut qu'on aille, et toujours en gardant en priorité c'est ma position, le bien-être des Syriens et des Syriennes, comment pouvoir les aider sans pouvoir à la fois renforcer politiquement et économiquement le régime syrien. Il n'y a pas, je pense, de réponse toute faite. Il y a, par contre, d'essayer de pousser à certaines manières de travailler, à essayer de trouver peut-être des moyens flexibles qui ne sont pas toujours très clairs, ou en tout cas pousser aux contradictions du régime syrien sur différents niveaux, c'est-à-dire en contrepartie d'une certaine aide locale pour une reconstruction ou pour quelque chose, un certain nombre de droits doivent être respectés et aller au cas par cas. Mais quand vous parlez avec un certain nombre d'officiels européens, cette flexibilité n'est pas présente en tout cas. Et on peut comprendre pour des différents aspects politiques, mais ce qui fait que la possibilité de travail est quand même très limitée, d'aider les Syriens et les Syriennes également. De même, quand on parle au niveau, peut-être on y reviendra plus tard, mais même les sanctions affectent l'aide humanitaire, c'est important, et le travail des organisations internationales, des ONG sur le terrain. Et quels que soient les territoires, que ce soit sous contrôle du gouvernement ou en dehors du contrôle du régime syrien. Donc ça, et là, on pourrait voir d'autres solutions, mais qui pourraient prendre exemple aussi sur d'autres cas, parce qu'il est important de... Bien sûr, le cas syrien est catastrophique, mais il ne s'agit pas de l'exceptionnaliser, de ne pas apprendre d'autres expériences. Et là, je pense qu'il faudrait plus d'analyse comparative pour permettre d'essayer de faire avancer les choses, aussi de garantir l'indépendance ou l'autonomie, on peut dire l'agentivité des ONG qui existent encore, syriennes, qui ont de plus en plus remise en cause. Ça, c'est aussi problème par la diminution des fonds, et aussi, je pense, étendre la compréhension qu'on a de la société civile, ne pas la limiter simplement aux organisations non gouvernementales, organisations internationales gouvernementales, mais aussi, par exemple, aux syndicats, aux associations qu'on peut trouver notamment dans les zones hors du contrôle du régime. Donc, je m'arrêterai là, mais on peut continuer le débat parce que je pense que j'arrive à la fin. Encore une fois, merci pour l'invitation. J'espère qu'on pourra pousser à la discussion, et je me réjouis d'entendre le reste des intervenants et intervenantes. Merci. Merci beaucoup, Joseph. Oui, il y a plein de points de discussion pour la suite. Il est évident, je ne conclus pas maintenant, mais qu'on n'aura pas le temps ni la possibilité de les examiner tous en profondeur. Ce moment-là, il n'est pas censé couronner une réflexion, mais plutôt en marquer un des éléments à suivre. On verra comment vous associez aussi à différents moments à tout ça. Merci en tout cas beaucoup, Joseph. Et maintenant, donc, je vais passer la parole au docteur Ahmed Youssef. Are you with us, Ahmed? All right. So, Ahmed est médecin, il est directeur de l'hôpital MSF à Amman, mais ce n'est pas pour ça qu'il est invité ce soir. Il est invité parce qu'il est ancien responsable des activités hospitalières d'une organisation humanitaire internationale qui travaille encore en Syrie, en zone gouvernementale. Il y a travaillé en 2019 et je lui ai demandé de partager avec nous son expérience de praticien. Alors évidemment, comme tout le reste de ces interventions, elles sont un peu impressionnistes. Elles ne sont pas censées résumer l'ensemble
du débat, mais malgré tout, il est intéressant d'entendre Ahmed parler de sa propre pratique, et c'est à ça que je l'invite maintenant. Ahmed, la parole est à toi. Merci beaucoup, Michael. Bonsoir à tous. Comme Michael vous le disait, j'ai travaillé avec une autre organisation humanitaire en 2019 en Syrie. Et c'est une organisation qui avait un partenariat avec SARC, avec le Croissant Rouge syrien. Et évidemment, mais maintenant, je ne suis plus là-bas, donc ça date de 2019 donc, et de 2020, donc il y a peut-être des choses qui ont évolué. Vous me pardonnerez si ce que je vous dis n'est pas complètement d'actualité. Pour en venir au SARC, qui est la principale agence en Syrie, d'après la lettre de le protocole d'accord signé en 2012 avec les partenaires du mouvement et qui travaille en tant que coordinateur national en Syrie pour l'aide humanitaire et le SARC donc coordonne les acteurs de l'humanitaire en Syrie. SARC a des relations avec le gouvernement syrien et également avec les ONG, à la fois nationales et internationales, qui sont dans le pays. Le SARC est également un membre du comité IHL, qui est présidé par le ministère des Affaires étrangères de Syrie. Il y a un certain nombre de branches du SARC en Syrie, avec un siège à Damas, mais 14 branches principales dans la principale ville de chaque gouvernorat, avec 74 sous-branches actives et 21 sous-branches inactives en raison du conflit. Ce sont des branches auxiliaires qui se trouvent à Saké dans le nord-est, à Al-Raqqa dans le nord, Alep au nord-ouest de la Syrie, Homs dans le centre du pays et Dara dans le sud de la Syrie. Le SARC a environ 3000 employés et 8000 bénévoles au total. Ça fait 11 000 personnes dans des territoires qui sont contrôlés par différentes parties. Leur expertise opérationnelle comprend la santé, l'accès à l'assainissement, la nutrition et également l'équipement des ménages. Il faut dire que les bénévoles et le personnel SARC ont pris des risques immenses pour soulager les souffrances depuis le conflit, le début du conflit. Et 65 membres du SARC ont été tués lors d'opérations humanitaires entre 2011 et 2020. En 2019, on a eu un autre exemple dans le camp de réfugiés Al-Hol d'Assaké, où la clinique mobile du SARC a été attaquée par les résidents du camp et a entraîné des blessés parmi les bénévoles du SARC. Les bénévoles du SARC sont très souvent des ressortissants des communautés et sont en but aux mêmes conséquences que tous les autres. Et dans des endroits comme Idlib, ils ont également été victimes de déplacements à plusieurs reprises avec leurs familles. Lorsque on a eu un accord de partenariat entre le SARC et mon organisation à l'époque a pu aider des gens qui avaient été très touchés dans le pays. Ça nous a permis d'avoir accès à certaines des lignes de front, y compris dans des zones qui étaient assiégées. Et c'est comme ça qu'on a pu fournir des services humanitaires à des populations qui étaient les plus vulnérables dans le pays. Outre l'accès, ce partenariat avec le SARC nous a permis également d'avoir un soutien et de faciliter l'approbation par les autorités compétentes pour établir notre présence de manière permanente sur le terrain, à savoir ouvrir des bureaux, avoir des bâtiments et faciliter l'obtention de visas pour le personnel international. Ce partenariat avec le SARC nous a également permis de nous mettre à la recherche de personnel médical et non médical qualifié pour les projets de santé dans des zones éloignées de Damas, comme à Saké par exemple. Et en raison, c'est vrai, de la crise, beaucoup de personnel médical avait quitté le pays.
Alors, les inconvénients de cette collaboration, il y en avait évidemment. Nous avions peu d'accès à certaines zones de Syrie, surtout les zones tenues par l'opposition, et parfois ce manque d'accès euh, nous a aussi entravé. Il y avait aussi un manque d'acceptation par certaines parties au conflit qui nous percevaient comme étant trop proches du gouvernement ou n'ayant pas les garanties de sécurité nécessaires. Dans ces endroits-là, nous avons dû nous reposer sur notre principal partenaire, le SARC, qui, par ses branches et ses branches auxiliaires, était présent dans tout le pays, y compris dans des zones comme Idlib ou la zone rurale autour d'Alep ou le nord-est. Et là, évidemment, l'assistance humanitaire était fournie par le SARC. Mais notre possibilité, évidemment, nous, en tant qu'organisation indépendante, de superviser la distribution de l'assistance était très limitée. Évidemment, dans ce genre de cas, nous avions beaucoup d'inquiétudes par rapport à notre responsabilité devant les populations affectées par le conflit. Mon organisation avait ses propres mécanismes, évidemment, pour évaluer les besoins. Et on avait évidemment des études exploratoires pour nous assurer de la validité de notre assistance. Et cela, évidemment, supposait aussi d'évaluer la qualité de l'assistance. Mais compte tenu de la complexité de la crise en Syrie et des difficultés que nous rencontrions, c'était vraiment un défi très important pour les acteurs de l'humanitaire de superviser vraiment la fourniture de l'assistance et la distribution. Et là, on était dépendant du SARC. Et certes, le SARC était notre principal partenaire dans ces projets de santé, mais en fait, tout cela provoquait aussi des conflits avec les autorités gouvernementales. Et par exemple, le ministère de la Santé se plaignait de ce que le SARC mettait en place son propre système de santé parallèle en dehors du cadre du ministère de la Santé, et que donc l'assistance humanitaire était dirigée par le SARC vers son propre système de santé et ne passait plus par le ministère de la Santé. Et à ce stade-là, après négociation avec le SARC, nous avons également commencé à soutenir des installations du ministère de la Santé. L'un des points aussi très difficiles dans ce partenariat, c'était la question des visas qui devaient être renouvelés pour le personnel international tous les 3 mois. Et parfois, le visa n'était pas renouvelé et les personnels internationaux devaient quitter la Syrie. Par exemple, lorsque j'y étais en 2019 en Syrie, ça m'est arrivé avec un chef de mission adjoint. Et il y avait des rumeurs disant que cela c'était dû à des désaccords entre lui et certains partenaires du SARC. Bon, évidemment, on n'a pas pu vérifier cela. J'en viens maintenant à la question principale. Est-ce qu'on doit rester idéaliste ou est-ce qu'on doit être pragmatique lorsqu'on traite avec le régime syrien, avec le SARC? C'est vrai qu'il y a le risque de politisation de l'aide humanitaire en Syrie, mais ailleurs aussi. Et dans ces circonstances-là, toute organisation humanitaire, évidemment, est guidée par ses principes fondamentaux tels que neutralité, impartialité et indépendance. La capacité d'une organisation à fonctionner de manière indépendante de l'environnement politique en Syrie est tout à fait cruciale. Mais dans quelle mesure est-ce que cela c'est possible en Syrie? Ça, c'est une question auquel, pour l'instant, personne n'a répondu. Dans mon ancienne organisation, c'est vrai que les opinions étaient divergentes en 2019. Certains pensaient qu'il fallait arrêter le partenariat avec le SARC, qu'il fallait fonctionner de manière indépendante, et ils étaient prêts à accepter le risque qu'on pourrait être sorti de Syrie si on le faisait, si on procédait ainsi. Ça, c'était les idéalistes. Mais il y avait aussi ceux qui étaient pragmatiques, qui voulaient poursuivre le partenariat avec le SARC pour qu'on puisse continuer à travailler en Syrie. Et ceux-là ont suggéré de négocier avec le SARC pour qu'on ait plus d'autonomie, de meilleurs mécanismes de suivi de l'assistance, avec plus de transparence financière dans le protocole d'accord qui allait être signé et puis d'ailleurs qui était renouvelé tous les 3 ans. Et finalement, c'est le groupe des pragmatiques qui a remporté le débat.
Et donc, mon ancienne organisation existe toujours et travaille toujours en Syrie en partenariat avec le SARC. Évidemment, il y a toujours ce débat. Est-ce qu'on collabore ou pas avec le SARC? C'est le bras humanitaire, évidemment, du régime syrien. Évidemment, il y a Bachar el-Assad au bout. Voilà ce que je voulais vous dire. Merci de votre attention. Merci Ahmed, qui nous donne matière à réflexion. Et on reprendra certains des points que vous avez soulevés dans nos discussions. Je voudrais maintenant demander à Zahra Al-Barazi. Merci d'être avec nous, Zahra. Alors, je ne sais pas si c'est bonjour ou bonsoir là où vous vous trouvez. Vous êtes directrice du programme de développement juridique Syrie, Syria Legal Development. Ce soir pour partager en quelques minutes les conclusions d'une recherche là aussi extrêmement intéressante menée conjointement avec Human Rights Watch l'année dernière, je crois en 2022, et qui porte sur les procurement practices, donc sur les procédures d'achat des Nations Unies en Syrie, ce qui nous permet de compléter la photo qu'on essaie de dresser ce soir, et en particulier le tableau de Joseph sur la contribution de l'aide à l'économie de la Syrie. Donc merci beaucoup Zahra d'être avec nous. Et puis après, on pourra passer à la session des questions, peut-être d'abord entre les panélistes et puis ensuite avec la salle. Zahra, the floor is yours. Thank you very much. I will be quick. Like we said, I want to give a summary of... Oui, je voulais simplement vous donner une synthèse de ce que nous avions fait à propos de ces problèmes d'achat ou de procurement, d'approvisionnement en Syrie. Nous avons une unité droits humains dans notre organisation. On s'est rendu compte qu'il y avait plusieurs questions lorsque nous procédions à ces procurements. Est-ce qu'il y avait une vraie percolation de financement en direction des bénéficiaires ou pas? Nous avons donc travaillé avec Human Rights Watch pour créer un outil d'évaluation du risque pour les achats en Syrie, puisqu'il n'y avait pas de due diligence aux différentes étapes de la procédure d'achat, signature des contrats, suivi des contrats, etc. Donc, on a mis au point cet outil d'évaluation pour les achats et on est allé plus loin. On s'est intéressé aux Nations Unies pour voir comment les choses s'étaient passées entre 2018 et 2020 en parlant à plusieurs acteurs. Alors, quels ont été les résultats à propos sur une centaine de fournisseurs de ces contrats avec les Nations Unies? Et le tableau qui a été dressé à la suite de cette étude a été bien plus noir que ce que nous pensions. Beaucoup de ces fournisseurs ne sont pas connus, il n'y a pas de transparence. Les informations ne sont pas transmises pour des raisons de sécurité, dit-on, mais sans raison valable. Et plus de 46% du financement des achats était dirigé, fléché vers des fournisseurs à risque ou à haut risque, à très haut risque. Je définirai ce que cela veut dire. Peut-être brièvement, il y avait un contrat de plus d'1 million de dollars qui a bénéficié
à celui qui était responsable de la défense nationale des milices, qui a été responsable des massacres en 2018, ou des contrats à hauteur de millions de dollars qui étaient sur la liste des sanctions des États-Unis, de l'Union européenne. Alors, est-ce que ces fournisseurs sont à risque ou à très haut risque? En tout cas, ces contrats clairement étaient accordés à des gens, des fournisseurs qui étaient liés à d'autres qui avaient commis des crimes contre l'humanité. Et nous avons identifié 7 points, 7 questions sur ces passations de contrats, d'achat. Les interrogations sur les crimes contre l'humanité sont apparues clairement. Et donc, on avait des fournisseurs sur la liste de sanctions. L'impossibilité d'identifier les intermédiaires de ces personnes qui sont responsables de crimes contre l'humanité. Donc, peu de visibilité, peu de transparence et sur ces personnes et sur tout le processus d'achat et pourquoi les contrats étaient passés avec qui, de la corruption aussi, qui a été mise à jour par cette étude dans les passations de contrats avec les Nations Unies. Ahmed Youssef already mentioned the issue. Ahmed a évoqué la question des visas. Nous, on a vu ça de façon anecdotique, mais il y avait beaucoup de discussions pour savoir à quel personnel international on accordait un visa. Et puis surtout, notre enquête a montré qu'on ne protégeait pas les personnels qui mettaient en lumière ce qui n'allait pas dans les procédures d'achat. Eh bien, ces personnels qui alertaient n'étaient pas protégés. Et donc, ils ont subi des conséquences très lourdes parce qu'ils avaient parlé, soulevé la question. Dans notre rapport, nous émettons des recommandations. Nous pensons qu'il y a des moyens pour réaliser les contrôles de due diligence sur les droits de l'homme à partir de la situation réelle dans le pays, mais on peut faire des choses. On voit ce qui est fait, on partage de l'information entre différents individus ou agences, organisations. On soulève aussi la question des monopoles qui peuvent se créer. On favorise plutôt l'assignation de petits contrats. On fait des recommandations aux bailleurs, aux États qui financent les projets. On leur recommande, par exemple, de flécher les projets précisément. Mais par rapport aux Nations Unies, les défis, le problème qu'il y a à travailler et à obtenir un minimum de due diligence sur les contrats. En fait, les affiliés du régime arrivent à contrôler complètement l'argent qui rentre parce que les pratiques, les procédures d'achat, justement telles qu'elles sont conçues, permettent cela. Et or, il y a un besoin de pratiquer ces contrôles de due diligence sur le respect des droits de l'homme à travers tous ces contrats. Je crois avoir excédé le temps qui m'était alloué. C'est donc une conclusion provisoire sur l'enquête qui est en cours. Oui, très bien. C'était très éclairant et utile de vous entendre, Sarah. Avant d'entrer dans la séance questions et réponses, j'aimerais
que nos intervenants soit posent une question aux autres intervenants ou fassent des commentaires. Et on démarre avec Agnès. Une question en écoutant aussi bien Joseph que Ahmed, mais aussi Zahra, la question: est-ce que avec ce régime, alors même si j'ai dit que c'est un régime qui montait tout le temps, en qui il est difficile d'avoir confiance, mais est-ce que il n'y aurait pas moyen d'engager une négociation pour obtenir des avancées sur la question en particulier de la situation des prisonniers, sur la question du sort des disparus, qui sont vraiment deux questions absolument essentielles aujourd'hui pour la société syrienne. Et est-ce que, quand on voit que d'une certaine manière, l'expérience d'Ahmed Youssef est intéressante, puisqu'il y a des négociations avec ce régime, et est-ce qu'il n'y a pas moyen d'obtenir en échange, parce que ce régime a besoin de cette aide extérieure pour apporter un minimum à la population, est-ce que c'est une possibilité ou est-ce que c'est complètement irréaliste de penser qu'on peut négocier un minimum, en tous les cas, avec ce régime? Okay, so either one of the three of you, like Youssef, Joseph or Zahra. Alors, Joseph, Ahmed ou Zahra? Merci Agnès pour cette question intéressante. Ce n'est pas une question facile, mais oui, bien sûr. Il y a beaucoup de dossiers très sensibles en Syrie, des sujets brûlants comme celui des prisonniers et des personnes disparues. L'organisation dans laquelle je travaillait justement sur ces dossiers, en plus de travailler sur la question des soins de santé. Et on n'a pas pu beaucoup avancer sur le dossier avec notre organisation. On n'a pas obtenu beaucoup de réponses et on n'a pas fait beaucoup de progrès. On n'a pas eu le feu vert pour s'engager dans des activités de protection. Le gouvernement ne coopérait pas beaucoup avec nous sur ces dossiers. Cela dit, je me rappelle un entretien avec un dirigeant humanitaire d'une organisation il y a quelques années, et on lui demandait à cet humanitaire comment est-ce que notre organisation peut entrer en dialogue avec un des groupes armés, et il a donné cette réponse: parfois, il faut accepter de serrer la main du diable dans l'intérêt supérieur des populations affectées. Cette phrase est restée célèbre. Il y a le problème des droits de l'homme, des prisonniers, des disparus. Et rien que pour cela, il faut maintenir un canal de dialogue avec les autorités pour au moins avoir accès à ces personnes, à des données, à des informations. Donc, on s'accroche. Alors, Joseph, à votre tour, vous avez une question pour les trois autres intervenants ou des commentaires? Disons, ajouter des trucs sur cette question également qui me semble importante, ou rebondir dessus. Oui, oui, bien sûr. Ouais. Parce qu'il s'agit d'une question cruciale, le sort des disparus, des prisonniers, prisonnières. Et je pense qu'il y a deux côtés, deux réponses, disons, en tout cas deux côtés à la réponse. Il y a un premier lieu, et je pense que Ahmed l'a dit, c'est parfois, particulièrement dans les organisations internationales humanitaires et autres, il faut parler avec le diable. Mais ce qui est le plus important, c'est de ne pas de transformer le diable en ange. Et c'est ça le problème de parfois, certains États, c'est une volonté dans leur normalisation d'atténuer le côté négatif que peut avoir d'ailleurs le régime syrien ou d'autres États dans la région qui aussi, malheureusement, ont un certain nombre de prisonniers politiques dans leur géol, qui n'est pas propre à la Syrie, même s'il y en a énormément dans le cadre de la Syrie. Ça, c'est une première chose. Et la deuxième chose, je pense que parce qu'on sait qu'il ne faut pas transformer le diable en ange, c'est important de maintenir l'aide qui est apportée aux organisations, particulièrement syriennes, qui continuent à travailler sur ces dossiers en Europe et ailleurs, et de maintenir ce soutien à ces organisations, de maintenir une pression constante, parce qu'on a pu voir que
que certains criminels de guerre, je pense par exemple à Omar el-Bashir, plusieurs décennies après voilà, d'avoir commis certains crimes, après sa chute, qu'il y a des possibilités de les poursuivre. Alors ça prend du temps, mais c'est important que malgré les développements qui peuvent avoir lieu en relation avec des intérêts géopolitiques et autres, que la pression soit toujours maintenue, que en tout cas que cette normalisation ne permet pas au régime de se retrouver dans une nouvelle, je veux dire, internationale. Et ça passe notamment par la continuation au soutien des associations syriennes et autres qui travaillent c'est sur ces dossiers. D'ailleurs, on a pu le voir qu'en Allemagne, en France dernièrement, ce genre de choses, ce genre de causes sont maintenues et entretenues. Donc ça, c'est très bien. Donc je dirais qu'il y a deux côtés à la réponse. Ne pas transformer le diable en ange. Et de deuxième chose, continuer la pression, principalement par en bas. Merci beaucoup, Joseph. Ahmed, do you have a question or a comment to add to that? I mean, to that or to any other topic. Ahmed, vous avez une question, un commentaire sur ce qu'a dit Joseph? De mon côté, ma question à l'ensemble des intervenants. Par exemple, en Afghanistan, il y a présence de la communauté internationale et d'organisations internationales qui entrent dans des relations normalisées avec le nouveau régime des talibans. Donc, si on prend un scénario hypothétique en Syrie, si aujourd'hui le régime de Bachar el-Assad chutait et qu'à la place un régime islamiste se mettait en place, est-ce qu'on va demander aux organisations internationales de normaliser les relations avec un régime islamiste? Eh bien, je crois que la réponse ce serait oui. Et donc, pourquoi on ne se dit pas oui aussi à la question quand ça s'applique au régime de Bachar el-Assad? Oui, je crois que c'est une question aussi qui peut susciter des réactions dans la salle. Mais Joseph, très courageux, veut prendre la parole le premier. Je ne veux pas monopoliser, bien sûr, c'est Agnès ou Zahra veulent rebondir, mais je me permets de répondre tout de suite parce qu'en fait, on a déjà un exemple de cela, c'est que Hayat Tahrir al-Sham, qui est une organisation pour laquelle je n'ai pas beaucoup de sympathie, qui est une organisation salafiste djihadiste inspirée ou issue en tout cas de Al-Qaïda, a été sanctionnée par les Nations Unies. Et ce qui a mené, lorsqu'il a augmenté son conquête de territoire dans le nord-ouest de la Syrie, à une diminution de l'aide humanitaire, pour rappel, dans ces régions, et qui a affecté un certain nombre d'ONG et leur travail. Donc je pense qu'on a déjà un exemple de cela. Alors après, bien sûr, il y a d'autres organisations, mais fondamentalistes, intégristes qui existent. Mais le Hayat Tahrir al-Sham, son modèle politique, entre guillemets, c'est un peu les talibans, c'est-à-dire de passer à une organisation salafiste dans un cadre national. D'ailleurs, ils ont salué l'arrivée au pouvoir des talibans. Donc il y a déjà un exemple. Et je pense que de la même manière qu'il faut faire attention du traitement, de la coordination, de l'échange avec le régime syrien, également un gouvernement de type Hayat Tahrir al-Sham, mais pour moi, dans les deux cas, le principal objectif, c'est de maintenir l'aide aux populations civiles et aux ONG indépendantes, autonomes, en fait, de deux acteurs qui sont autoritaires et pour moi, réactionnaires, qu'il faudrait éviter. Mais heureusement, c'est la grande majorité des Syriens et Syriennes, selon moi, jusqu'à aujourd'hui, ne soutiennent pas ce genre d'acteurs dans leur grande majorité. Merci, José. Bon, je pense qu'on est au cœur du débat. Est-ce qu'on discute de la nature des régimes avec lesquels on négocie ou est-ce qu'on discute des conditions d'exercice de l'aide humanitaire? Et c'est, à mon avis, autour de ça qu'on pourra organiser le temps de discussion qui nous reste. Je vais enfin passer la parole de nouveau à Zahra. Même consigne. Une question à un des panélistes ou alors une remarque sur ce que vous avez entendu jusque-là. Et puis ensuite, effectivement, je passerai le micro à la salle. Yeah, with regards to negotiation power, I think Pour ce qui est des négociations avec le régime, j'ai entendu quelque chose de très puissant.
C'est-à-dire, est-ce qu'on peut suivre où va l'argent? Ou n'importe qui travaille dans le nord-est, dans le nord-ouest, en Syrie, sait combien c'est difficile, ardu de travailler dans ces zones et d'essayer de surveiller. Il y a beaucoup de restrictions, de réglementations pour travailler. Et on parle de beaucoup d'argent qui passe entre les mains de ces organisations. Cet argent vient des bailleurs, des financeurs donnés par des États et on parle aussi avec l'État. C'est l'État, les États et les Nations Unies versent donc beaucoup d'argent et on n'essaye pas vraiment de surveiller où va l'argent. On a essayé d'entrer en négociation avec le régime. En fait, on voulait intenter devant la Cour de justice internationale des procès pour torture contre le régime. Donc, je n'ai pas vraiment de questions, mais je voulais renvoyer la question à Agnès et lui demander son opinion là-dessus. Ce que je pense, c'est qu'il est de négocier avec ce régime qui refuse en fait d'emblée la négociation. Ce qui est frappant, c'est que c'est un régime qui n'accepte pas la moindre négociation. Mais j'ose espérer qu'il y a quand même un tout petit espace et que si ce tout petit espace existe, il faut essayer de l'utiliser parce que quand même ce régime, il a beau être rentré dans un processus de normalisation, est quand même un régime extrêmement isolé. Et on le voit bien aujourd'hui, c'est quand même un régime aussi qui est bombardé tous les jours par Israël, donc un régime qui n'a pas du tout la souveraineté qu'il annonce avoir. Il a décrété qu'il avait retrouvé la souveraineté sur son territoire, ce qui est quand même largement faux. Et donc ce régime, si il pense, il estime qu'il a quand même des gains à obtenir en normalisant, eh bien à partir de là, il y a peut-être un tout petit espace de négociation. Et cet espace doit être utilisé, me semble-t-il, pour ces deux questions qui sont des questions fondamentales. Alors, il y a l'aide humanitaire, bien sûr, et c'est ça qui vous intéresse au premier chef, mais la question des prisonniers et des disparus me semble être une question absolument fondamentale également. Donc, je fais une réponse qui n'en est pas vraiment une, j'en ai tout à fait conscience, mais l'idée, c'est que mettre dans la balance cette normalisation et sans normaliser, mais en voyant si ce régime, pour essayer d'obtenir quelques avancées, eh bien, on pourrait quand même utiliser ces quelques espaces pour essayer d'avoir au moins quelques informations et avancer en la matière. Merci beaucoup Agnès. Donc il nous reste une bonne vingtaine de minutes pour les questions qui viennent de la salle pour nos panélistes. Alors allez-y, c'est votre tour, lancez-vous. Je sais que Fabrice a le micro pour le distribuer. Il n'attend que de poser sa propre question, mais n'hésitez pas à passer les premiers. Hein. Ah, merci. Abdallah, à gauche là-bas. Tiens. Peut-être pour le plaisir, présentez-vous. Hi, my name is Abdallah and thank you for... Bonjour, je m'appelle Abdallah. Merci pour cette discussion. Je suis d'accord avec vous sur la question de la nature du régime d'Assad et les conditions de travail pour les humanitaires. Mais la question du gouvernement, ça ne fait pas de différence en fait, parce qu'on travaille dans des pays où les gouvernements tuent des milliers de leurs ressortissants ou des millions, et où ça se répète. Donc, c'est plutôt les conditions et la criminalisation de l'aide humanitaire. Et je crois que rien n'a beaucoup changé. On continue de suspecter, de criminaliser l'aide humanitaire en Syrie. La page de la conférence sur le site du Crash, les documents dont on parle ici, le document du Syria Legal Development Program, les rapports de Joseph également seront accessibles en ligne sur le site du Crash. D'autres mains qui se lèvent?
Fabrice. Simplement, peut-être pour répondre, c'est vrai que les deux questions sont peut-être distinctes, celle de la nature du régime et de l'espace qui est réservé aux organismes d'aide, mais les détournements dont on peut faire l'objet, on parle quand même d'une captation assez importante des ressources via les taux de change. C'est peut-être un sujet, une question d'ailleurs que je voulais vous poser, puisque apparemment c'est aussi une source de financement majeur du régime. Et donc les détournements dont on peut faire l'objet et l'instrumentalisation dont on peut faire l'objet, quand elle est au service de politique éminemment criminelles, n'ont pas le même sens que quand elles sont au service de régimes, certes autoritaires, avec des pratiques discutables, mais qui n'ont pas à leur actif ou à leur passif les monstruosités du régime dont on parle. Donc voilà, c'est mon commentaire. Alors du coup, peut-être la question sur les taux de change, on peut la transmettre à Joseph. Est-ce que Joseph, vous pouvez dire un mot sur finalement la manière avec laquelle le gouvernement syrien utilise les taux de change à son avantage, y compris lorsque ces taux de change sont ceux par lesquels ils sont obligés de passer les volumes financiers d'aide? Oui, c'est une question pas évidente, la question des taux de change, parce qu'en fait, déjà, il y en a une multiplicité de taux de change. Hein, c'est important de le savoir, à travers les banques, à travers certains produits importés. Et il y a un taux de change particulier, notamment pour les organisations internationales et UN. Sur ce taux de change, vu que le taux de change officiel est beaucoup plus bas que le taux de change du marché, pour lequel qui affecte en fait la vie quotidienne des gens, le taux du marché noir, en fait, il y a cet écart qui est en partie capté, c'est vrai, à travers la Banque centrale syrienne par le régime, et ce qui lui permet d'acquérir des devises étrangères. Mais après, le débat, c'est de savoir si cet argent et le volume dont on parle permet au régime de faire des gains relativement importants. Alors, il s'agit certes, OK, il y a des gains qui sont faits, mais c'est pas ce qui permet au gouvernement syrien de relever l'économie syrienne. Ça, c'est aussi quelque chose d'important de comprendre. Aujourd'hui, on a juste pour vous, le draft 2024, donc le draft, le brouillon, si on peut dire, ou l'essai du budget 2024 est un des plus petits en termes absolus. C'est 3 milliards de dollars depuis ces dernières décennies en termes de taux de change officiel, alors que l'année passée, il était 5 milliards de dollars. Donc, on ne cesse de diminuer. Donc, oui, il y a un jeu sur ces taux de change. Est-ce que cela permet de faire absolument réservé là-dessus? Mais encore une fois, il faut faire attention entre aussi ce qui est propre à la Syrie et le jeu sur les taux de change. Dans des pays en crise économique, c'est pas le seul, la Syrie, entre guillemets. Mais oui, bien sûr qu'il y a ce jeu qui est fait, mais il faut savoir que le fait que la monnaie syrienne ne cesse de se dévaluer est le reflet de la destruction de l'économie syrienne. Donc, c'est pas non plus la volonté du régime syrien de détruire sa monnaie, sa valeur. Par contre, que le taux officiel suit cette dévaluation constante, ça prend toujours plusieurs mois et dans lequel, oui, le régime peut bénéficier, peut faire certains gains. Mais voilà, j'espère, c'est une réponse nuancée. Ce que je dirais juste pour ajouter un mot, parce que je suis complètement d'accord avec toi, Joseph, c'est qu'en fait, ce régime est tellement aux abois d'un point de vue économique, avec une situation que tu as décrite de toute façon catastrophique, que tous les moyens sont bons pour récupérer un peu de liquidité et de pouvoir récupérer un peu d'argent sur les taux de change. Eh bien, pourquoi pas? Et donc, il ne va pas se priver de cette possibilité. Et quand on sait qu'il y en a plusieurs, effectivement, il va pouvoir jouer là-dessus. Donc, c'est simplement, je veux dire, un côté très pragmatique de ce régime, parce que de toute façon, il est dans une situation quand même de ce point de vue-là tellement catastrophique que eh bien, tout va être utilisé pour tenter eh bien, de gagner quelques dollars et de pouvoir les utiliser. Alors, Claire. Bonsoir, Claire Magone, je suis directrice générale d'MSF. Je voudrais revenir sur la question que vous aviez abordée au tout début, Agnès, et aussi une question qui nous taraude, qui est... vous avez parlé du système d'allégeance, du système clientéliste
que le régime produit et reproduit. Et nous, une des questions qu'on se pose, c'est notre capacité à... Enfin, la façon dont l'aide produit et reproduit et perpétue aussi ce système clientéliste. En discutant avec nos collègues syriens, ce qu'ils nous indiquaient, quand on parle des besoins en zone gouvernementale syrienne, dont ils peuvent témoigner parce qu'eux-mêmes ont de la famille qui est toujours en zone... Alors, sous contrôle syrien, mais finalement beaucoup, nous disait-il aussi, sous contrôle des milices iraniennes, en fait, ce qui est un sujet en soi. Il nous disait aussi comment, dans la vie quotidienne, se reproduit ce système d'exclusion, finalement, de la population, ou bien par la façon dont la population doit démontrer des signes d'allégeance très concrets, y compris fréquenter des mosquées chiites, enfin ce genre de choses très concrets, mais aussi la façon dont ils peuvent être exclus. Ils ne peuvent pas être fonctionnaires, ou ils doivent payer des taxes, enfin, ce genre de mécanisme-là qui se met en place. Et je voudrais savoir si, de l'avis des panélistes, et notamment du vôtre, puisque vous avez commencé avec ça, si on a des exemples un peu concrets dans la façon dont l'aide est distribuée, à des niveaux presque individuels, j'ai envie de dire, de la façon dont cette aide, certes, profite à certains, mais surtout en exclut d'autres. C'est vraiment là-dessus, nous, qu'on essaye aussi d'approfondir notre examen critique. Donc voilà, donc Agnès, une chance pour répondre, et puis peut-être derrière aussi... Oui, ce qui est sûr de toute façon, c'est qu'on est dans un système tellement un système communautariste, dans un système où le clientélisme prime sur tout le reste, et donc tout se passe par des réseaux donc d'allégeance ou des réseaux de copinage ou des réseaux selon lesquels vous donnez tous les gages qui vous permettent d'obtenir en retour quelque chose. Et donc si vous ne rentrez pas dans ce système, de toute façon, vous êtes marginalisé. Mais quelle que soit aussi votre appartenance, c'est-à-dire que c'est pas parce que vous êtes alawite que vous allez avoir systématiquement toute l'aide si vous êtes considéré comme un mauvais alawite, entre guillemets évidemment, parce que vous êtes critique ou parce que vous avez eu des positions qui vont faire qu'il va y avoir une méfiance à votre égard. Vous êtes obligé, pour avoir accès aux ressources que le régime essaye de prôner ou de mettre en avant, pour avoir accès à ces ressources, vous êtes en permanence obligé de donner des gages selon lesquels vous êtes vraiment bien dans le système et que vous n'exprimez pas la moindre réserve ou la moindre critique, quelle que soit votre appartenance à l'origine, même si on sait qu'évidemment, c'est un système qui marche sur la base communautaire. Mais je voudrais nuancer, et c'est pour ça que j'insiste sur ce point, c'est pas parce que vous êtes alawite, donc de la communauté de Bachar el-Assad, que vous allez avoir automatiquement accès à ces ressources, s'il y a le moindre doute. Et parmi les grandes figures de l'opposition syrienne, vous avez des alawites, pour bien montrer que ce qui va primer au-delà de la communauté, c'est vraiment le rapport que vous avez avec le pouvoir, pour être sûr que vous êtes vraiment dans la bonne ligne du pouvoir, quel que soit votre origine et quel que soit votre positionnement. C'est vraiment l'allégeance, c'est pour ça que j'ai parlé d'allégeance dès le départ, parce que ça me semble être vraiment un élément significatif, et donc à partir duquel on peut comprendre et on peut décoder tout un tas de fonctionnements dans la répartition de l'aide, dans l'acquisition des ressources, enfin on peut le multiplier dans tous les secteurs. Merci. Alors, je me tourne vers Ahmed et Joseph. Est-ce que l'un de vous veut compléter Ahmed sur la base de son expérience personnelle à Damas? Joseph, peut-être également. La réponse d'Agnès? Il y a deux aspects. Le personnel national et la communauté. Pour le personnel national de mon ancienne organisation, nos collègues, qu'ils aient été sunnites ou alaouites, ils travaillaient ensemble, même s'il y avait des tensions. Ils ne se faisaient pas forcément complètement confiance. Et parfois, au moment de délivrer l'assistance, l'aide, certains essayaient de privilégier leur propre communauté ou leur groupe, leur clan. C'est vrai, ça arrivait, on ne peut pas le nier. Du côté de la communauté elle-même, de la population, les tensions ethniques existent et elles vont persister. Et on le voit évidemment dans le champ humanitaire aussi et dans le travail du SARC. Oui, parfois, c'est vrai, c'était le cas. Mais quand on a vu
une certaine normalisation du travail avec les communautés, il y avait un essai de distribution de l'assistance à tous les groupes parce que ils savaient bien qu'on ne pouvait pas maintenir le pouvoir pour la minorité alaouite sur la majorité sunnite s'il n'y avait pas une certaine assistance. Mais je laisse Joseph compléter. À la question et je suis d'accord avec les deux interventions précédentes. Ce qui est important, je pense, de dire, c'est tout d'abord que le confessionnalisme, ce que Agnès a parlé, est un aspect d'allégeance parmi d'autres. Et il y a des différences selon les régions. Il peut y avoir aussi le tribalisme, il peut y avoir les allégeances clientélistes, etc. Et ce qui est certain, c'est que le côté prédateur du régime et les aspects d'identification à certains groupes plus locaux se sont renforcés avec la guerre, malheureusement. C'est quelque chose qui est inévitable. Le côté prédateur du régime s'est renforcé, c'est-à-dire que toutes les possibilités d'accumuler des capitaux et également à travers le contrôle de l'aide humanitaire s'est énormément renforcé. Et ensuite, et c'est là où c'est intéressant de regarder, où c'est pas simplement les allégeances confessionnelles, c'est aussi les allégeances clientélistes, locales. Par exemple, si on regarde la région de ce qu'on appelle Rive Dimashq, le Damas rural, tout autour de Damas, vous avez des traitements différenciés en fonction du rapport qu'un village, qu'il soit en grande majorité arabe sunnite, avait avec l'opposition ou le régime. Et les villages ou certains petites villes ou villes de taille moyenne qui avaient un rapport meilleur avec le régime vont bénéficier de plus d'aide que, par exemple, ceux qui étaient plus proches de l'opposition. Ça, on peut le voir jusqu'à aujourd'hui. Donc, ces dynamiques sont très présentes, mais ce qu'il faut dire, c'est l'exclusion de l'aide touche en priorité aujourd'hui les régions du nord de la Syrie en dehors du gouvernement. Et on peut voir l'attitude du gouvernement quand il s'agit de renouveler tout ce qui est l'aide à travers la frontière ou à l'intérieur de la Syrie. Donc, ils ont essayé de pousser très fortement pour couper l'aide à travers les frontières. Et d'ailleurs, il faut savoir, avec l'aide de la Russie en particulier, mais de la Chine, tout ce qui est cross-border, ce qui est l'aide à travers les frontières, a été diminué à qu'un seul poste frontière, et celui par rapport à la Turquie. Et ça, c'est un des aspects le plus important. Et aussi, il y a des aspects d'exclusion par rapport au nord-est de la Syrie, qui ne bénéficie d'ailleurs plus officiellement d'un cross-border, c'est-à-dire une aide transfrontalière à travers le Kurdistan irakien. Et on voit des phénomènes là d'exclusion que j'explique notamment dans le rapport, par rapport à certaines régions kurdes, où eh bien, il faut travailler avec SARC, etc. Et toutes les organisations qui ne sont pas enregistrées à Damas ne sont pas reconnues dans les zones en dehors du contrôle du régime et qui posent problème aujourd'hui pour le nord-est, parce qu'il y a en fait, le nord-est est selon le cluster dépendant de Damas aujourd'hui, selon la distribution de l'aide. Donc là où il y a des phénomènes d'exclusion, de discrimination et de limitation de l'aide très très clairs. Donc ça, c'est à noter et voilà. J'ai une question en chat, donc je vais donner la parole au chat. Et puis ensuite, Alain, à toi. Donc la question est de Yann Mince, qui est administrateur de Médecins sans frontières. Et elle s'adresse à Dr Youssef. Could you be a little more specific about the limitation related to SARC? Est-ce que vous pourriez être plus précis dans les limites de distribution de l'aide que vous avez constatées avec le SARC lors du partenariat avec votre ancienne organisation? Est-ce que vous pouvez répéter la question, Michael? Yann demande si vous pouvez donner plus de détails sur les limites posées par le SARC, par exemple sur l'évaluation des besoins et la distribution de l'aide. On n'avait pas accès à certaines zones comme Alep, par exemple, que ce soit pour l'évaluation des besoins ou pour l'aide. On devait s'appuyer complètement sur nos collègues du SARC dans cette zone-là.
Alors, est-ce que les besoins avaient été évalués correctement ou pas? On ne pouvait pas en être sûr. Et est-ce que l'assistance était complètement dirigée vers la population affectée? Là aussi, on ne pouvait pas en être sûr parce qu'on n'avait pas vraiment de suivi ou de mécanisme qui nous permettait d'avoir un compte-rendu. On devait s'en tenir à ce que les collègues nous disaient, ou quand ils nous faisaient rapport, c'était des rapports incomplets ou qui ne faisaient pas sens. Voilà, Yann, je pense que vous avez eu une réponse à votre question. Alain? Salani, je travaille pour la CAM. J'ai une question, peut-être pareil pour le docteur Ahmad. Quand on accepte de travailler avec un régime qui est basé complètement sur la corruption et quand on accepte de donner un dividende pour pouvoir gérer voilà, notre travail, est-ce que le régime, en contrepartie, est-ce qu'on estime qu'il est capable en fait, de garantir quelque chose voilà, parce qu'on sait aussi que le pouvoir est très partagé en Syrie, selon les régions ou parfois les quartiers, certains services de renseignement peuvent avoir du pouvoir. Donc ce qu'on a obtenu comme garantie de quelqu'un peut ne pas fonctionner ailleurs. Donc est-ce que ça vaut le coup en fait finalement, même si on acceptait donc voilà que il va falloir payer une certaine somme ou donner une certaine ou accepter que une partie de ce qu'on apporte va disparaître. Est-ce qu'en contrepartie, on estime que ce qu'on arrive à faire vaut encore le coup? Merci. Ok, merci pour la question. À la suite de la réponse de Ahmed, on laissera la place à une dernière question probablement, peut-être deux si elles sont courtes. Et il faudra vraiment s'arrêter pour libérer les interprètes. Voilà, Ahmed. Ok, thank you for the... Merci pour cette question. Alors, ces garanties, alors, outre l'accès, c'est la sécurité, parce qu'on avait quand même ces corridors humanitaires et sécurisés vers certaines zones, pas toutes, mais je dirais qu'à l'époque, c'était à 50-60% des zones, alors qu'il y avait encore un conflit très actif et très rude. Même si les choses sont un peu plus calmes aujourd'hui. Alors, est-ce que c'est la meilleure solution? Là, moi, je ne peux pas donner de réponse univoque. Ça dépend de la perspective dans laquelle on se place. Certains diront oui, ça vaut le coup. Ça vaut le coup d'aider une partie de la population qu'on a réussi à atteindre. Et oui, on prend ce risque. D'autres vont dire non. Non, si on fait ça, on renforce le pouvoir du régime et du SARC. Donc, on ne devrait pas faire ce jeu politique. C'est ce que je vous ai disais déjà. Il n'y a pas de réponse simple à cette question. Une dernière question. Moi, j'en ai quelques-unes en réserve, mais je vais laisser la chance à la salle. Vous avez eu peu de temps. Alors, tiens, Fabrice, juste devant ici, là, au milieu. Oui, bonsoir. Madame Levallois a évoqué un échange, une petite porte qui permettrait d'avoir des informations sur les prisonniers, sur les personnes disparues, en échange de quelque chose. Moi, j'avais compris, je ne suis pas spécialiste de l'humanitaire, mais j'avais un peu compris que l'humanitaire d'un côté et les droits de l'homme de l'autre côté, c'était des choses qui étaient un peu incompatibles. C'était très dangereux de jouer l'un et l'autre. L'humanitaire nécessite de la neutralité. Si on commence à s'engager sur quelque chose, j'ai l'impression qu'on ne peut plus rien faire. Il me semble que c'est la leçon qu'avait appris Kouchner, enfin d'autres personnes, il y a déjà une décennie ou deux, modestement, hein, il me semble. Enfin bon, voilà. Comment se positionner, comment MSF peut se positionner dans un contexte comme ça? Est-ce que ce n'est pas quelqu'un d'autre qui pourrait essayer d'agir? Comment, voilà, c'est du conflit d'intérêts, tout ça, c'est compliqué. Hein, voilà. Je ne vais pas oser poser la question à Agnès. Ronnie, tout le monde te regarde. Notre conscience morale. Ça nous fera l'objet d'une petite conclusion de ta part à ce moment-là, peut-être. Ah non, sûrement pas une conclusion. Pas sur la question, une conclusion à l'événement. Non. Non. Ronnie, pour ceux qui ne le connaissent pas. Non, c'est une question qui se pose très concrètement. Comment échanger, comment
comment faire pression pour obtenir des libérations de prisonniers ou d'otages ou obtenir la fin de la torture contre de l'aide humanitaire ou dans le cours de l'aide humanitaire. De fait, c'est impossible. Je ne dirais pas qu'il y a totale incompatibilité parce qu'il est arrivé à MSF de protester contre des exactions qui ne relevaient pas directement de son travail, par exemple protester contre des détournements, mais protester contre un environnement qui est celui que vous décrivez. Donc l'incompatibilité n'est pas tout de même frontale, mais de fait, le déroulement d'une action humanitaire ne peut pas aller de pair avec, par exemple, des actions de type Human Rights Watch ou Amnesty International. Donc il y a tout de même, en effet, une tension entre les deux. Merci, merci beaucoup. Alors, je vais laisser la chance, avec la grande tolérance dont font preuve nos deux interprètes, une dernière question peut-être, et puis je clôturerai la séance. S'il n'y en a pas, on ne va pas se forcer. Hein. Tout au bout là-bas, Fab. Merci beaucoup à tous ces intervenants. C'est Christopher, je suis un responsable programme ici à Paris. Donc, que dit-il en fait quand je dis il, c'est la population en fait que nous essayons de soutenir en fait en Syrie par rapport à tous ces efforts en fait qui sont menés par les humanitaires. Donc nous, en fait, ils disent quoi? Eux, ils disent oui, on accepte que vous essayez de jouer ce jeu. Parfois, en fait, qu'une partie de l'aide en fait est détournée. Parce qu'il y a une petite partie qui va arriver chez nous où, dit-il, ben non, il faut qu'on ne fait pas ça et arrêter parce que, voilà, nous, on n'accepte pas ce type de compromis. Merci. Et je compléterai la question de Chris par qu'est-ce qu'on sait de l'état du système de santé syrien? C'est pas un complément, c'est une autre question, Fabrice. Ça s'appelle du hijacking de conversation. Donc, je ne suis pas sûr d'autoriser nos pénistes à répondre à ta question. On verra. Mais peut-être à la question de Christopher, si Ahmed ou Joseph, ou les deux, peuvent donner leur sentiment, en tout cas, sur ce que la population, les groupes de population pensent finalement de ces compromis à faire avec le régime syrien. Ahmed, you can go first, it seems. Okay, thank you. Ahmed, allez-y. La perception qu'a la communauté syrienne, des organisations qui travaillent avec le gouvernement ou le SARC, au début de la guerre, ce n'était pas du tout bien vu, il faut bien le reconnaître. Les Syriens avaient l'impression que toutes les organisations, les ONG, prêtaient main forte au régime de Bachar el-Assad et ne coopéraient pas beaucoup avec l'organisation pour laquelle je travaillais. Mais au fil des années, la population syrienne a compris que ces ONG essayaient vraiment de les aider. Même certaines branches du SARC étaient sincères dans leur désir d'apporter assistance à certaines populations. Donc la perception a un peu changé au fil des années. Et puis ils ont commencé, les Syriens, à séparer dans leur tête les ONG et le gouvernement syrien. Donc la population syrienne est plus ouverte à accueillir les organisations internationales qui travaillent avec le SARC. Leur point de vue a légèrement changé. Et ils acceptent dans leur tête de séparer ces deux intérêts, de faire la part des choses. Et toi, Joseph, qu'en dis-tu? Ahmed ce qu'il nous explique fait sens, mais aussi parce que, pour rappel, et c'est pour ça que l'aide humanitaire est absolument indispensable, plus de 90% de la population syrienne vit sous le seuil de pauvreté, plus de 12 millions sont des déplacés internes ou réfugiés, plus de 12 millions sont en insécurité alimentaire, on a vu réapparaître des maladies. Donc cette situation, il y a un besoin et malheureusement pour beaucoup de Syriens et Syriennes, la seule alternative, que ce soit pour les zones sous contrôle du gouvernement ou du reste, c'est la migration. On n'a pas du tout vu une diminution, au contraire, en 2022, notamment, on a vu beaucoup de départs à travers le Liban, mais Turquie continue malgré les renvois forcés.
au Liban, on a vu des choses tragiques, des bateaux qui se sont échoués avec des centaines de personnes décédées. Et donc oui, il y a un besoin d'aide et les gens n'ont que très peu d'alternatives, j'ai envie de dire. Et d'ailleurs, le système de santé est catastrophique, avec plus de moitié des médecins et infirmiers qui ont quitté la Syrie, et manque de formation, beaucoup d'erreurs médicales, des manques des besoins de base, de nos médicaments, etc. Donc voilà, c'est absolument catastrophique ce qu'on est en train de, ce que les Syriens et les Syriennes sont en train de vivre. Je peut-être juste un point, c'est que ce débat qui nous agite et qui est un débat ici à MSF sur l'aide humanitaire est un débat tout à fait légitime et qu'on doit avoir. Mais pour la population syrienne qui se débat au quotidien pour savoir comment se nourrir, la question ne se pose pas. La question, c'est si je peux avoir une aide et si je bénéficie de quelques éléments qui me permettent de me nourrir et nourrir ma famille, c'est ça l'important. Mais ce débat que nous avons là, la population syrienne aujourd'hui, je crois, ne peut pas l'avoir tel que nous l'avons, parce que c'est une population, et Joseph l'a dit, qui est dans une situation de survie, tout simplement. Donc c'est un débat, et c'est tout à fait, et il faut que nous l'ayons, bien sûr, mais je ne crois pas que ce soit un débat qui aujourd'hui puisse vraiment intéresser, dans le sens, pas intéresser, parce que intellectuellement parlant, ça ne les intéresse pas, mais leur priorité, elle est tout à fait autre et ailleurs. Je vous invite à prolonger la conversation, si vous le pouvez, si Agnès le peut, dans les minutes qui vont suivre. Je vais, avant que vous partiez, s'il vous plaît, remercier chaleureusement les deux interprètes, la technique qui, malgré un petit OK initial, s'en est très bien sortie. Merci beaucoup. Et surtout, Agnès Levallois, Joseph Daher, Ahmed Youssef et Zahra Albarazi pour leur contribution à la conversation extrêmement intéressante que, comme à l'accoutumée, je ne conclurai pas. Voilà. Merci beaucoup.